stratégie du chaos et du mensonge, Honoré Ngwanda, président national de la PARECO, et Patrick Mbeko, chercheur congolais résident au Canada, a été présenté aujourd'hui à Bruxelles. Beaucoup de personnes se sont déplacées, la salle était remplie. C'est Honoré Ngwanda qui a commencé à parler, à vidéoconférence. Honoré Ngwanda a parlé, c'était enregistré, et puis après, c'était le tour de Patrick Mbeko. Patrick Mbeko a parlé. Sans plus de commentaires, vous allez suivre la vidéo. À la fin, on a recueilli des réactions de personnes. Mais c'est le bémol, ça devrait commencer à 14 h, mais ça a commencé vers plus ou moins 16h50, c'était vraiment tard, bien que les organisateurs se sont excusés. Il y avait un grand embouteillage à Bruxelles, mais ce n'était pas. Notre, j'allais dire fin de soirée, mais nous allons commencer quand même notre journée. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire ceci, il y aura deux adresses. Donc, il y aura une adresse de M. Honoré Ngwanda, le président de la PARECO, auteur de ses livres, avec Patrick Mbeko. Et après l'adresse de M. Honoré Ngwanda, on passera la parole à Patrick Mbeko qui va faire aussi une adresse à la salle. Et après, la parole vous sera donnée juste après cet échange entre vous et Patrick Mbeko. À ce moment-là, alors, on va passer à la vente et aux dédicaces. Nous avons ici avec nous le vice-président national de la PARECO, M. Ndala Wadala, qui représente à ce jour ici devant vous le président national de la PARECO. Merci beaucoup. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, voilà 30 ans que dans la région des Grands Lacs africains, nous sommes en proie à une guerre, que dis-je, à des guerres successives et interminables de haute intensité, avec leur lot de coups d'État, d'assassinats des chefs d'État, des officiers, voire même des autorités religieuses. Rappelons, pour mémoire, la guerre civile en Ouganda, entre 1985 et 86. La guerre civile au Rwanda, entre 90 et 94. L'assassinat du président Melchior Ndadaye du Burundi, en 1993. L'assassinat des deux chefs d'État, le Rwandais Juvenal Habyarimana et le Burundais Cyprien Taryamira, en 1994. Le départ du président Mobutu, en 1997. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, en 2001. Que de morts, que d'instabilité politique pour une seule région. Nous nous sommes demandé comment faire pour que l'élite congolaise et la classe politique congolaise soient caparaçonnées contre cette vague de mensonges et de campagnes de détournement de la vérité, de distorsion de la vérité. Toute cette campagne et toutes ces théories que les médias du Nord déversent dans leur cerveau et créent chez eux un horrible et néfaste syndrome du larbin qui font des Congolais les complices de leurs propres agresseurs et de leurs propres bourreaux. Le souci de la rigueur de notre démarche nous a contraints à remonter jusqu'aux origines premières de la naissance de l'État indépendant du Congo. Et c'est là que nous avons observé et relevé l'une des principales clés du mystère et de l'énigme. En effet, l'histoire nous a révélé que lorsque le roi Léopold II, le roi des Belges, a entrepris dans les années 1870 la conquête du bassin du Congo, il a rencontré une farouche opposition de la part des 4 puissances européennes de ce moment, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Portugal et la France. Tous ces pays européens
avait été ébloui et complètement obnubilé par l'énormité de la concentration des richesses dans cette seule partie du bassin du Congo. Alors, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas laisser toute cette immense richesse sous le contrôle de la seule petite Belgique. Et c'est là que commençaient les problèmes. C'est ainsi que le roi Léopold II, pour échapper à la pression de ces puissances européennes, rusé qu'il est, il a associé les États-Unis à son entreprise. Et c'est là qu'apparaît déjà la stratégie du mensonge. Mais malgré ces manœuvres dilatoires, les manœuvres du roi Léopold II, l'opposition et la pression des puissances européennes fut telle que Léopold II fut contraint de signer le 23 avril 1884 l'acte général de Berlin. Retenez bien cet acte-là, parce que c'est notre véritable constitution aux yeux des Européens. C'est que ce nouvel État indépendant du Congo devait être considéré par tous, y compris la Belgique, comme une terra nullius, une notion juridique romaine qui veut dire un territoire qui n'appartient à personne, un régime économique basé sur une certaine internationalisation du territoire de l'État indépendant du Congo, que nous, Patrick Mbeko et moi, dans notre livre, nous avons préféré appeler État libre du Congo, parce que État indépendant, le mot indépendant n'a pas sa place ici. C'est l'État libre, un État qui appartenait à tout le monde, qui était livré à la libre circulation et à la libre exploitation de tous. Voilà pourquoi nous appelons ça plutôt État libre du Congo à la place de l'État indépendant du Congo. C'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, l'ONU, la MONUSCO, qui se trouve en République démocratique du Congo, œuvre non pas pour aider les Congolais à mettre fin à l'occupation, parce que l'occupation est l'œuvre des signataires de l'acte général de Berlin. Et l'ONU, qui est l'instrument de cette même communauté internationale, est au Congo pas pour libérer les Congolais, mais pour appliquer la politique des signataires de l'accord de l'acte général de Berlin. C'est cette scène rocambolesque que nous allons voulu illustrer à travers la photo de couverture de notre livre. Vous y voyez clairement les trois têtes des nègres de service qui travaillent à visage découvert, mais vous avez au-dessus d'eux, regardez bien la photo, vous y verrez des têtes pensantes mais qui sont couvertes par un rideau de nuages. Le nuage, n'est-ce pas, de la nébuleuse de la communauté internationale, mais qui, eux, inspirent et conduisent l'action. Tout le message est contenu dans cette photo. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, voici donc stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Un modeste ouvrage de 657 pages que nous mettons à votre disposition comme notre contribution au débat, le vrai. Le débat de l'affranchissement et de l'émancipation de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Vu qu'on a commencé quand même un peu en retard, je tiens quand même personnellement à m'excuser pour le petit retard et vous promettre que ça n'arrivera plus en tout cas. Et j'espère que les organisateurs seront beaucoup plus rigoureux sur la question du temps. Ça nous permettra aussi, c'est une manière pour nous de vous respecter. Et donc voilà, nous avons écrit ce livre-là, en tout cas M. Noring et moi, parce que nous sommes posé plusieurs questions. Je ne veux pas redire tout ce qu'il a eu à dire ici. Nous nous sommes posé des questions essentielles. D'abord, c'est... Pardon, parce que je suis un peu souffrant, pardonnez-moi. Nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que les Congolais refaisaient les mêmes erreurs, encore et encore. Pourquoi, après, par exemple, 2 élections démocratiquement truquées,
nous en redemandons une autre. Nous nous sommes demandé, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Et finalement, nous nous sommes dit, en fait, que nous n'avons pas encore la maîtrise de notre histoire courante. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire. Mais initialement, pour ceux qui vont lire le livre, ils vont voir, j'avais entrepris la démarche au tout début, à déjà 2 ans, parce que je voulais comprendre certains points de l'histoire de notre pays. Et donc, j'avais contacté, j'étais rentré en contact avec M. Honoré Mbanda, et nous avons échangé. Je voulais faire un livre interview. Et l'année passée, nous nous approchons des 20 ans du génocide rwandais. Vu que j'avais travaillé sur ce dossier-là, je voulais rédiger, en tout cas diriger un travail avec plusieurs chercheurs américains, canadiens, congolais et tout ça. Et j'en avais parlé à M. Honoré Mbanda, et c'est comme ça que l'aventure de ce livre a commencé. On peut vous dire que quand nous avons commencé, on a eu une idée de ce que nous allons traiter comme question, mais il y a des découvertes, il y a une compréhension, encore une certaine orientation du travail en fonction de l'avancement des recherches. Et moi, personnellement, j'avais eu à discuter déjà dans le cadre de mes enquêtes précédentes avec plusieurs responsables occidentaux. Et ce qui m'avait frappé, c'était de constater qu'ils avaient compris ce que nous n'avons pas compris sur notre propre pays. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un responsable canadien. Il a voulu me faire croire que l'Occident était au Congo parce qu'il aimait le Congo. Et face à ma position qui était intransigeante, le monsieur me dira, entre nous, Patrick, il me tape à l'épaule, il dit, si tu étais à notre place, tu n'allais pas faire la même chose. Et à ce moment-là, j'ai compris que ces gens savaient ce qu'ils faisaient chez nous. Et mais ce qui me frappait beaucoup plus, c'était de constater que les Congolais emmenaient plus de mémo sur ces gens-là. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver des solutions aux problèmes du Congo auprès de ceux qui étaient à l'origine de leur misère. Il y a les mêmes acteurs plaignés, avec des acteurs apparents ou les nègres de service, et au bas de l'échelle, c'est le petit peuple qui doit subir. Et c'est le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme l'a dit d'ailleurs M. Honoré Mbanda, comme nous l'expliquons dans le livre, dès sa création, le Congo est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Et si les Congolais ne comprennent pas ça, c'est qu'ils ont un problème. Parce qu'on peut juste regarder quand il y a un problème en Côte d'Ivoire ou dans un pays de l'Afrique française. C'est la France qui est mise sur le devant de la scène pour tenter de démêler le puzzle. Quand il y a un problème dans les pays d'Afrique anglaise, nous voyons la Grande-Bretagne et dans une certaine mesure les États-Unis. Mais quand c'est le Congo, étrangement, on a la petite Belgique, on a les États-Unis, on a le Canada, on a la France et l'instrument qu'on appelle les Nations Unies, donc l'ONU. Et ça ne change pas. On a eu en 1960 la plus grande mission des Nations Unies au monde, à l'époque l'ONU. Et qu'est-ce qu'elle a fait, l'ONU? Elle a participé à l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Nous avons eu le cas du Rwanda. On a eu une mission des Nations Unies au Rwanda qu'on appelle la MINUAR. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a participé à l'assassinat de 2 chefs d'État africains, le président Juvenal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Taryamira du Burundi. Et moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un responsable de la mission des Nations Unies au Rwanda. Quand je lui ai demandé, mais votre commandant, parce que le commandant de la mission des Nations Unies au Rwanda, c'est un Canadien, il s'appelle Roméo Dallaire. On a fait des films de propagande sur lui, alors que ce monsieur est envoyé au Rwanda pour accompagner la stratégie du FPR de Paul Kagame, qui était soutenue par les États-Unis. Et donc, quand je posais la question à ce monsieur, je lui ai dit, mais vous êtes allé au Rwanda pour aider les Rwandais ou vraiment pour asseoir Kagame, comme on dit? J'avais déjà quand même la réponse. Et il a été très clair. Il m'a dit, il y avait une mission officieuse dans la mission officielle. Et récemment, il y a quelques jours, j'ai eu à discuter avec un haut responsable de la MONUSCO et qui a été très clair avec moi. Il dit, si vous pensez que l'Occident viendra et est au Congo pour aider les Congolais, vous vous trompez. Il était très clair. Et ça, c'est un haut responsable de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Donc, à un moment donné, nous devons nous interroger sur nous-mêmes, sur nos agissements.
Parce qu'après des années de guerre de haute et de basse intensité, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs en s'attendant à arriver à des résultats différents. Jamais on a saigné un pays de cette manière. 10 millions de morts sous Léopold II, des millions de morts depuis les années 90, avec cette guerre qui nous a été imposée, qui vient d'ailleurs. Et dans cette lecture des événements, les Congolais pensent que c'est une guerre entre Africains, entre Congolais ou avec les Rwandais. Et si vous regardez toutes les guerres du Congo, vous constaterez que les États-Unis sont impliqués. Quand vous regardez toutes les stratégies de déstabilisation, quand vous grattez un peu derrière le Rwanda, vous voyez toujours la main américaine ou la main occidentale. Même dans les stratégies de balkanisation. Vous savez, les premiers projets sur la balkanisation n'ont pas été rédigés par les Rwandais, c'est dans les think tanks américains. Et aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda essaient simplement de greffer leur projet au projet du grand maître américain. Et quand on revient en arrière, parce que les Congolais ont eu cette largesse, cette habitude de dire oui, l'armée de Mobutu a détalé devant des Kadougou. Et je répète et je dis souvent à mes compatriotes, l'armée zaïroise n'a pas combattu l'AFDEL. L'armée zaïroise était en face des États-Unis et de leurs alliés qui ont utilisé le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas de satellites, espions pour surveiller l'armée, ou alors nos approvisionnements en armes, en munitions. Nous, la guerre du Rwanda, la guerre chez nous, quand elle a commencé, on a vu des officiers américains débarquer sur le terrain. En 1998, quand Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu respecter le deal conclu avec les Rwandais, les Ougandais et les Américains, la deuxième guerre a éclaté, nous le savons tous. Mais il y avait à la frontière du Rwanda et de la RDC des responsables politiques et militaires américains qui étaient là. Tout d'un coup, les vérités cachées commencent à remonter. On a fait des enquêtes, on a présenté des travaux, on nous a traités de négationnistes. Moi, particulièrement, j'ai été attaqué, qualifié de négationniste, de révisionniste. Bon, je n'ai pas de problème avec ça parce que j'aime ça. J'ai été souvent attaqué et aujourd'hui, tout ce que nous avons dit, c'est ce que la BBC a dit. Mais moi, ce qui me choque, je vais vous dire sincèrement, c'est qu'il a fallu que la BBC dise quelque chose pour que les Africains, les Congolais, les Rwandais se rendent compte que ouais, c'est ça la vérité. Il est grand temps que les Congolais aient la maîtrise de leur histoire. Les gens ne peuvent pas venir d'ailleurs pour nous dire ce qui est bon pour nous, tout en nous massacrant. Ils vous tuent, ils vous disent non, mais vous savez, pour arranger votre situation, vous devez faire ceci. Mais pendant ces temps qu'ils vous tuent. Et ils vous disent en même temps, nous voulons que les problèmes du Congo finissent, et ils vous proposent des pistes de solutions qui n'arrangent rien, qui empirent la situation. Et nous avons voulu dans ce travail relever tout cela. Il y a eu la loi Obama sur le Congo. Beaucoup de Congolais ont acclamé cette loi. Il y a eu la loi Dodd-Frank aux États-Unis. On a acclamé cette loi. Mais quand vous commencez à analyser toutes ces lois conçues pour sauver le Congo, vous vous rendez compte que ce sont des lois qui permettent plutôt aux États-Unis de mettre sous tutelle les richesses du Congo. Mais voilà comment nous sommes pris. Nous tombons dans le piège. Et vous trouvez des soi-disant intellectuels congolais venir nous ressasser les oreilles, l'élite politique congolaise nous dire voilà, pour trouver des solutions à nos misères, nous devons aller auprès des États-Unis. Et moi j'ai été choqué parce que j'ai vu sur Internet des opposants congolais posant devant le bureau de la NED. Ceux qui ne connaissent pas la NED, c'est la National Endowment for Democracy. On parle de démocratie, mais c'est une vitrine de la CIA. Et ils ont posé devant, ils étaient tout fiers là, parce qu'ils étaient à l'accuser, l'autre, celui qui tourne à la tête de notre pays. Lui était convoqué par tonton Obama et les autres par la NED, comme des enfants, comme des gamins. Et donc vous avez des gens en qui la population congolaise croit. Et ces gens-là, eux, préfèrent aller auprès des bourreaux. Et ils sont fiers de leur situation de nègre. Parce que c'est comme ça que moi j'appelle ces genre de personnes. Excusez-moi pour faire un peu cru dans mes propos, mais ce sont des nègres. Voilà, nègres de service. Vous savez, ça ressemble à cet esclave-là qui
Le maître abolit l'esclavage, le maître lui dit de partir. Il s'en va, il arrive à la maison, à la porte de la maison du maître, il ne sait pas où aller. Que pouvons-nous faire pour changer cette situation? Comme j'ai dit, il faut la réappropriation de l'histoire. Ça, c'est très important. Une éducation des masses aux choses essentielles. Pas mystifier les gens avec des gros mots français comme Lambert Mendès qui ne veulent rien dire. Il faut parler au peuple des véritables enjeux. Vous savez, on a parlé tantôt du Burkina Faso. Thomas Sankara, il disait à son peuple, l'impérialisme, c'est ça. Il montrait un t-shirt fabriqué aux États-Unis. C'était très simple. Il leur disait simplement, ils ont fabriqué ça chez eux, nous avons des gens chez nous, nous avons du coton, nous pourrons faire ça chez nous. Il leur expliquait pourquoi il y avait de la pauvreté. En 4 ans, ce pays-là n'a pas eu besoin d'aide extérieure pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais vous avez un pays où les gens ne jouent que par leur diplôme, qui s'appelle le Congo, et qui aiment des mystifications en français, qui vous disent que ce sont des intellectuels ceci, mais que rien n'avance. Simplement parce que il y a 2 types d'intellectuels. Il y a les intellectuels subversifs, ben, ceux qui récitent leurs cours, là, vous savez, comme ceux que nous avons payés, là, qui vont faire des langues récitales sur leurs cours, qu'ils apprennent dans les universités occidentales, qui nous apprennent des choses en fonction de leurs intérêts. Et vous avez des penseurs, des véritables intellectuels comme Lumumba, qui en 1960 avaient compris des choses que 50 ans plus tard, la plupart de nos diplômés ne comprennent pas. Et je pense humblement que les Congolais vont lire, apprécier ou voire critiquer objectivement, au moins pour faire avancer l'état des connaissances. Parce que le plus important dans un débat, c'est l'évolution de l'état des connaissances et non des discussions puériles qui nous mènent à rien. Le Congo est en danger, mais les Congolais sont réveillés. Moi, je pense que les Congolais feront la différence. Et du Congo partira le développement de l'Afrique toute entière. Je vous remercie. On va prendre le micro du pasteur Bobo. Oui, un peu vite, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de l'effet Burkina Faso, comment les Américains ont récupéré l'affaire. Ma question, c'est par rapport au Congo. Si la révolution du Burkina Faso arrivait au Congo et que ça marchait, ne craignez-vous pas que l'Amérique ou l'Amérique puisse récupérer rapidement le pouvoir comme en Égypte, Libye, Tunisie ou Burkina Faso? Je pense qu'il faut que nous comprenions ceci. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui vit de vos misères d'arrêter de vous faire souffrir. Vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Par contre, vous pouvez vous reprocher de ne rien faire pour défendre vos intérêts. Et c'est là où le problème se situe. Les Occidentaux ne peuvent pas laisser le Congo leur échapper. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Les gens accumulent des profits exorbitants avec tous ces génocides-là. Donc, à la fin de notre livre, la dernière phrase de notre livre, pour être beaucoup plus fidèle à ce que nous avons écrit, nous disons ceci. Excusez-moi. On dit, si du point de vue politique, la République démocratique du Congo est une catastrophe, du moins voulue et entretenue, sur le plan économique, c'est un véritable paradis, du moins pour certains. Il faut que nous comprenions cela. Quand on vous dit que 50% des terres arabes du Congo appartiennent à des intérêts étrangers, quand on vous dit que près de 80% des carrés miniers dans le Katanga appartiennent à des intérêts étrangers, et vous voulez que ces gens-là vous laissent récupérer ces carrés miniers-là comme vous voulez, au nom de votre souveraineté, ils n'en ont rien à faire. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'éduquer les gens aux choses essentielles? Et surtout, il est essentiel de ne pas laisser des aventuriers prendre le devant des choses. Parce que le problème, c'est quoi? Nous disons qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise s'est abaissée devant un inculte venu de nulle part. Mais ici en Occident, dans la diaspora, qui nous donnons comme leaders d'opinion dans nos organisations? Excusez-moi de le dire parce que parfois nous avons des incultes à la tête de certaines organisations. Tu entends quelqu'un qui parle du Congo, tu sens que ce monsieur-là n'a même jamais lu un paragraphe sur l'histoire du Congo. Mais vous le mettez en avant, je le dis parce que ça fait mal. Si nous, on ne voit pas ça, les autres voient.
Les autres le constatent. Parce que moi, je connais beaucoup d'étrangers. Moi, je vous donne un exemple sur ma page Facebook. Parfois, il y a des débats. Mais si je vous fais lire ce que nous disent parfois certains compatriotes africains, parfois on a un peu honte. Parce que les gens se demandent, mais comment ils font? Parfois on te demande, mais lui, c'est un Congolais aussi. Mais comment ce gars fait pour réfléchir de cette manière? Vous comprenez? Dans nos organisations, nous choisissons en fonction des accointances ethniques, politiques et autres. Ce n'est pas la rigueur, le sérieux qui compte. Alors dans cette optique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir des gens sérieux. Et il faut que des gens sérieux, en tout cas, en ce qui concerne notre pays, prennent le devant. Il ne faut plus rester à l'arrière-plan, laisser des incultes. Et les incultes, ici je parle même des politiques, prendre le devant et nous emmener à l'abattoir, parce que les politiciens nous emmènent à l'abattoir. C'est ce qui se passe. Et les États-Unis, si nous voulons récupérer notre souveraineté, ils feront tout pour nous en empêcher. C'est très normal, c'est leurs intérêts. Mais je dis souvent aux Congolais ceci. Il ne faut pas oublier qu'en 1959, c'était les Congolais sans armes qui sont battus pour l'indépendance de ce pays. En 1998, ils sont des Congolais sans armes qui ont attaqué le Rwandais et qui ont défendu le pays. Si vous n'avez pas une lecture claire et nette de votre histoire, alors vous ne pourriez pas influencer le cours de l'histoire que vous vivez. Le peuple congolais, moi je vous dis, il est prêt. Il a démontré à plusieurs reprises. Ce sont les élites politiques qui l'ont trahi. Pemba avait accepté l'inacceptable quand les Congolais lui ont dit on attend un seul mot d'ordre. Il s'était dit rentrer à la maison dormir. Condé, vous savez, on attend le mot d'ordre jusqu'aujourd'hui. Le peuple est anesthésié par ces élites politiques qui passent leur temps à discuter avec les intérêts qui font suivre ce peuple-là. Le peuple congolais est trahi par ces élites politiques. L'Occident est là, certes, mais nous avons une responsabilité. Arrêtons de fuir notre responsabilité. Arrêtons de fonctionner en fonction de nos accointances ethniques, tribales, politiques et autres. Si on voit quelque chose de pas bien au sein de la PARECO, il faut dire quelque chose qui ne roule pas. Si on voit quelque chose qui ne roule pas au sein de l'UDPS, il faut que les gens de l'UDPS disent que ça ne marche pas. Parce que nous avons comme des motifs à défendre le Congo. Pas des gens, pas des partis, pas des gens en fonction de leurs accointances ethniques, religieuses ou politiques. Parce que c'est ce qui ronge aujourd'hui le combat. Et n'oubliez pas, les ennemis du Congo nous observent. Quand ils prennent le temps de nous connaître, ils savent sur qui jouer pour nous maintenir à ce niveau-là. Mais je pense aussi que cette minorité consciente qui travaille va changer le cours de l'histoire. Il faut éviter le combat spectacle. Parce que je vois les Congolais, tous à la maison, mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vienne dire que oui, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Parce qu'eux nous disent, non. Eux, ils ont des moyens, ils sont puissants. Mais ils se cachent pour nous déstabiliser. Mais vous n'avez rien. Vous n'êtes même pas puissants, nous ne sommes même pas puissants. Nous nous organisons et certains veulent que nous allions comme ça devant tout le monde pour crier on fait ceci ou on fait cela. Si je dis à certains ici pourquoi Karagé est mort le 31 décembre, certains vont sauter. Une vraie guerre, elle est secrète. Quand vous partez avec ces gens-là, ayons aussi la culture cette culture-là du secret et du sérieux, pas le combat spectacle comme on voit souvent. Voilà. Pour moi, c'est très bien. C'est très bien, mais je ne suis pas étonné de tout ce que j'ai entendu. Pourquoi? Parce que le premier qui a parlé de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est Patrice Lumumba. Vous voyez, donc les Congolais doivent aujourd'hui faire un effort de relire. Et
chef de sécurité à Paris. Là, c'est la sécurité à président. En tout cas, c'est très bien passé parce que le président Sénaro, tout le monde est venu nous rapatrier. Merci. C'était vraiment un bon débat ici à propos de ce livre qui vient de sortir maintenant. Et on prendra conscience, on a pris conscience à partir de l'histoire qu'on nous a révélée. Je suis très contente, mais de toute façon, je suis aussi résistante. Ça fait mal d'entendre tout ce qui se passe au Congo, ça fait très mal. Et on garde toujours l'espoir, parce qu'après tout c'est notre pays, malgré tous ces gens qui sont en train de convoiter et qui nous mettent à genoux, on finira toujours par triompher parce qu'après tout, c'est Dieu qui nous a donné ces pays et ça appartient à nous et c'est à nous de nous réjouir aussi de ces pays. Ben, je dirais simplement le livre peut nous apporter un plus au vu de ce que les auteurs ont pu réaliser comme effort dans leur recherche. Et surtout, moi je crois que nous, Congolais, avons le devoir d'en savoir plus pour un peu se situer face à nos oppressés. Bon, journal de l'usage, journée moko historique, les alliés, sortie officielle, il y a livre, il y a président national à Paris, là, Patrick Mbeki, nous a initiative à Paris. On dit que culture, il y a Koutanga, il y a Koshomba, il y a Makomolo, c'est vraiment important parce que l'histoire à Congo, il faut tenir à partir de ma commune. Parce que depuis 1960, 65, 70, 80, 85, et si les suites, il faut vraiment tous dans la culture. Mais livre, il y a livre aussi, quand tu te belé, mais livre aussi, les lois. Livre ici, parce que l'eau est qui ça dépend de l'engue de bailler. Donc, le problème, les Congolais ont besoin de contacter dans Facebook, ils vont comme partout. En Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis, même au Canada. Donc, les enfants, c'est partout. Mais l'on a dit ça va Congolais, surtout les résistants. On m'a dit qu'ils cambouillent ils ont cambouillé parti pris. Ils ont cambouillé tribalisme. Ils ont cambouillé mabélé parce que les dénominateurs comme les Congo, ensemble les alliés congolais. Nous sommes dans la résistance, ils ont vraiment l'importance, il y a beaucoup de livres parce que les Congolais, les rebelles, ils sont dans la carte. Donc, ce livre ici, ils vont comprendre parce que ils ont vraiment le moment où ils ont besoin d'un gros bachon. Livre de Rosomba Sikoyo, ils ont une dédicace, c'était vous en valeur d'un. Un livre aussi, réaction. Makambo l'équipe bien, Donandi, Makambo vice-président. Mais un livre aussi. Trois livres donc tellement que Batoubaye est belé et puis Valise est mouqué. Alors Sikoyo, la tiki mbongo Nazanga Moulé Attends la suite, ils ont la bonne direction. Il y a le président régional qui est charge. Donc, là voilà. Servir d'abord le peuple. Ceux qui sont du parti, ils doivent attendre. Et ils ont tout le temps avec ça. Voilà, les livres sont. Voilà, donc il n'y en a plus, on est venu de loin pour venir sur les livres. Mais qui ont acheté, c'est les ennemis du Congo. La plupart de ceux qui ont acheté sont ceux qui font partie du noyau. Ah, du noyau. Voilà. C'est pas les ennemis du Congo. Non. Ici, on ne parle pas de ça. Alors, un livre, après Simbongo, les lundis, le président. Et tout ça doit changer aussi. Les amis, quoi, pasteur Bobo, aux traiteur. Nous avons fait au Lambaka, au Lessakabatebele, la domaine nayo, il y a Kalamiko pasteur Bobo, au présenté Makamulayo. La diaspora, aux la coiffeur, aux la salon de coiffure, où il y a Bana Penza Batbayaka, Bakatarasuki, il y a Kalango, aux la promotion,
tokoyamba yo eza micro ya Pasteur Bobo oza la boutique exotique yaka oza congolais tobi kelelo ba boutique exotique ebele ekoma ya bapakistanais ekoma ya baindia ekoma ya balani mais mona ya Congo otekaka kwanga otekaka biloko ya biso ya Congo yaka la micro ya Pasteur Bobo tosai la promotion eza micro ya Pasteur Bobo toli ko pousser bana la biso ya Congo ba répondre ozala yo oluesaka mituka ozala na imola yo bandako oluesaka bandako yaka baappartement bandako otekaka bandako yaka na micro ya Pasteur Bobo tokoyamba yo po ete na bazali ebele ozala pâtisserie ozala boulangerie na domaine nyonso oyo ozali na diaspora yaka soki oatrépondre la poto te ekozala mpasi lobi na mboka na biso oatrépondre ozala agence mpo ya fret botundaka biloko ezala mbongo biloko okwa yaka na micro Pasteur Bobo ekomi ntango bana ya diaspora babanda koatrépondre bayeba mpo soki mpe bazongi na mboka yango lobi bayeba elongi bakosala ata soki otravaille la Congo baentreprise na yo ezala Congo oza koatrépondre na mboka na biso Congo yaka na micro Pasteur Bobo eza miso mpe matoi ya diaspora.